un chiffre a fracassé le silence. 400 mégawatts promis, là où l'obscurité semblait définitive. Puis, un second l'a contredit brutalement. Un réservoir de 200 km, assez vaste pour redessiner une région entière et forcer le Burkina Faso à repenser sa trajectoire énergétique. Et si cette combinaison inattendue devenait la clé d'un basculement vécu par des millions de personnes, comme l'a suggéré Ibrahim Traoré, plutôt qu'un pari trop lourd pour un seul fleuve? À l'horizon, une silhouette d'avenir commence déjà à vibrer. L'annonce du 13 octobre n'était pas seulement un projet énergétique. Elle ouvrait une ligne de fracture entre l'ancien Burkina Faso, soumis aux pénuries, Vamo pays cherchant à s'arrimer à une stabilité nouvelle. La promesse centrale, fournir une énergie fiable à 2,5 millions de personnes, s'apparente ici à mots leviers déterminants. 10 à 12 mots suffisent pour résumer l'enjeu, réduire enfin la vulnérabilité chronique du réseau national. Mais cette ambition porte un coût stratégique. Transformer une infrastructure gigantesque en système fonctionnel, maîtrisé et accepté par toutes les parties prenantes. L'équation est donc double. Bénéfice énergétique massif, mais fragile si la gouvernance technique, l'acceptation sociale et le pilotage hydrologique ne s'alignent pas. Le micro-hook surgit dès lors. Que se passe-t-il si un réservoir de 200 km redéfinit non seulement le courant, mais aussi la manière dont une nation s'organise? Car au cœur du pari, l'enjeu n'est ni le béton ni la puissance brute. C'est la capacité du pays à transformer une vision en architecture durable, capable de soutenir hôpitaux, écoles, agriculture et institutions publiques sans retomber dans la pénurie. Les premières heures suivant l'annonce ont livré un détail passé presque inaperçu. 2 chiffres précis, 400 mégawatts et 200 km de réservoir, formaient déjà l'ossature technique du chantier. À mesure que les documents internes circulaient, une seconde révélation est apparue. Derrière ces valeurs se trouvait une ingénierie rarement tentée par un pays de la taille du Burkina Faso, mobilisant des équipes mixtes chargées de vérifier la stabilité du lit fluvial et les zones de submersion. Ce début de chaîne causale s'est imposé rapidement. L'administration burkinabé, encore marquée par des années de pénurie, a enclenché une séquence structurée. Études géologiques pour garantir à la résistance du socle, évaluation foncière accompagnée de compensation, puis conception d'un ouvrage capable de supporter les crues saisonnières, tout en assurant une continuité énergétique. Les partenariats russes, mentionnés dans les premières communications officielles, ajoutaient une couche décisive: encadrement d'ingénierie, turbines avancées, intégration progressive de modules solaires afin d'atteindre les 550 MW promis. Pendant ce temps, la Volta Noire s'imposait comme un acteur silencieux mais central. Le fleuve, partagé entre plusieurs États, attirait l'attention du Ghana et de la Côte d'Ivoire, qui observaient l'évolution du débit et ses conséquences possibles sur leurs propres infrastructures hydrauliques. Cette dimension régionale donnait au projet une portée dépassant largement les frontières nationales. À l'intérieur du pays, la dynamique se propageait différemment. L'annonce agissait comme une onde de transformation. Écoles techniques réorientant leurs programmes, agriculteurs adaptant leur calendrier en prévision d'une irrigation stabilisée, centres professionnels formant les premières cohortes capables de manipuler des simulateurs de turbines. Sans que les turbines soient encore installées, une partie du futur réseau prenait forme. Ainsi, avant même le début des travaux lourds, un schéma clair apparaissait. Si les étapes initiales étaient menées avec précision, le barrage pouvait devenir non seulement une source d'énergie, mais un pivot structurant reliant technique, souveraineté et stabilité sociale. Dans les semaines qui ont suivi l'annonce, 2 groupes distincts sont devenus des points d'observation privilégiés pour comprendre comment une infrastructure encore en préparation pouvait déjà modifier des trajectoires individuelles. Leur expérience quotidienne dévoilait une transformation silencieuse, bien antérieure à l'arrivée des premières turbines. Le premier microcase se situe à Ouagadougou,
au sein d'une cohorte d'étudiants inscrits dans un programme technique réadapté pour accompagner le futur chantier. Beaucoup découvraient, pour la première fois, des simulateurs industriels, des modules de maintenance électrique et des exercices de diagnostic inspirés des procédures hydroélectriques modernes. En quelques mois, leurs repères changeaient. Le passage d'un enseignement théorique à des ateliers de manipulation concrète leur offrait une perspective professionnelle qui n'existait pas auparavant. Cette montée en compétences constituait l'un des premiers signes tangibles d'un capital humain en recomposition. Le second micro-case se déroule dans les villages proches de la Volta-Noire, là où les agriculteurs observent déjà les effets des travaux préparatoires. Les visites régulières des hydrologues, les relevés du débit et les explications sur la future régularité de l'eau ont commencé à influencer les cycles de culture. Certains producteurs ajustent le mil et le sorgho en prévision d'une irrigation plus stable, même avant la mise en eau complète. Ce glissement graduel montre que les décisions agricoles ne se fondent plus uniquement sur les aléas climatiques, mais sur l'anticipation d'une nouvelle stabilité hydrique. Ces deux trajectoires illustrent un phénomène simple. Bien avant d'alimenter le réseau national, le projet modifie déjà les compétences, les attentes et les pratiques quotidiennes. La question essentielle tient en 12 mots. Que devient une société quand la promesse énergétique commence à structurer l'action? Le déclenchement officiel commence avant l'aube du 13 octobre. L'annonce frappe fort. Les ministères concernés mobilisent immédiatement leurs cellules techniques. Les premiers documents circulent entre géologues, hydrologues et spécialistes des infrastructures. Les équipes mixtes, burkinabées et russes, se déploient le long de la Volta-Noire pour mesurer la stabilité du lit fluvial. Les déplacements commencent. Les relevés identifient les zones vulnérables. Les premières cartes du futur périmètre submergé prennent forme. Le calendrier se verrouille, puis la séquence accélère. Les études géologiques se finalisent. En parallèle des évaluations foncières, la pression monte. Les autorités locales rencontrent les villageois concernés. Les compensations se négocient. Les plans d'accueil se dessinent. Les hydrologues modélisent le comportement du futur réservoir de 200 km. Chaque paramètre compte, car la réussite dépend de la précision initiale. À ce stade, Ibrahim Traoré intervient publiquement pour assurer la transparence du processus et lever les doutes liés à la faisabilité. La montée en intensité marque l'entrée dans la phase de construction lourde. Les fondations du barrage s'ancrent dans le sol. Le béton coule en séquence régulière. Les grues arrivent. Les convois logistiques transportent des pièces métalliques et les premiers éléments de canalisation. Plus de 15 000 emplois se matérialisent autour du site. Les villages voisins changent de rythme. Les chantiers créent des flux économiques inattendus. Chaque semaine apporte une nouvelle étape, une nouvelle difficulté, une nouvelle solution. Les turbines russes approchent. Leur installation dépend de l'absence de retard. Les équipes locales subissent la pression des délais. En parallèle, les tensions émergent. Les écologistes dénoncent l'ampleur de la submersion prévue. Les 200 km d'écosystèmes affectés deviennent un sujet national. Les organisations environnementales demandent davantage de garanties. Les ingénieurs hydrologues répondent par des relevés, des projections, des simulations. Les communications officielles publient des bulletins réguliers. Les observateurs internationaux suivent la progression. Au Ghana et en Côte d'Ivoire, des cellules de surveillance hydrologique se mettent en place pour anticiper les variations du débit transfrontalier. Le projet cesse d'être strictement burkinabé. Il devient régional par sa nature même. Une autre dynamique se superpose à celle du chantier, l'intégration solaire. Les modules destinés à porter la capacité totale à 500-150 MW attirent les regards. Leur planification nécessite une synchronisation quasi parfaite entre les équipes locales et les ingénieurs russes. Ce volet hybride renforce l'ampleur stratégique de l'ouvrage. Les capitales régionales observent, intriguées par un modèle rarement tenté à cette échelle. Lorsque les principaux blocs du barrage s'élèvent, un basculement social se produit. Les écoles techniques reconfigurent leur cursus.
Les centres professionnels accélèrent leur cycle de formation. Les agriculteurs adaptent leurs attentes à la future irrigation stabilisée. Les marchés locaux enregistrent un regain d'activité. Les autorités, quant à elles, redoutent chaque erreur pouvant provoquer un retard ou alimenter des tensions internes. Enfin, la phase dite de dérive contrôlée commence. Les finitions s'enchaînent. Les systèmes de surveillance environnementale se déploient. Les premières stations de mesure du débit testent leur précision. Les communications officielles insistent sur la gouvernance transparente pour éviter toute dérive. Le chantier devient un espace où convergent technique, diplomatie et attentes sociales. Le pays entre dans une zone critique. La moindre faille peut fragiliser l'ensemble, mais chaque avancée renforce la crédibilité du projet. Dans cette séquence dense, une constante demeure. Chaque mouvement sert un objectif qui dépasse le chantier lui-même. L'infrastructure devient le centre d'un réagencement national. La trajectoire, une fois enclenchée, impose son rythme. La dynamique du chantier révèle un glissement net entre la situation énergétique initiale du Burkina Faso et les projections produites depuis l'annonce. D'un réseau marqué par les coupures sections récurrentes, le pays se dirige vers un système structuré, alimenté par une capacité centralisée et une hybridation planifiée. Ce passage du manque chronique vers une production orchestrée constitue la première transformation mesurable du projet. Le premier indicateur concret est la capacité hydroélectrique de 400 MW, prévue dans la phase initiale. Autrement dit, cette puissance rééquilibre immédiatement l'accès énergétique entre centres urbains et campagnes. Ce chiffre représente une rupture majeure pour un réseau longtemps dépendant d'importations irrégulières. La centralisation de la production permet de sortir de la logique de fluctuations erratiques, en proposant un socle stable, capable de soutenir les hôpitaux, les écoles, les infrastructures administratives et les services essentiels. Le deuxième indicateur provient de l'intégration solaire destinée à porter la capacité totale à 500-150 MW, une valeur rarement envisagée dans un modèle hybride de cette envergure en Afrique de l'Ouest. Autrement dit, la branche solaire garantit une stabilité accrue lorsque le débit fluvial baisse fortement. Cette montée en puissance n'est pas uniquement un supplément technique. Elle introduit une flexibilité nouvelle dans la gestion du réseau, en réduisant la dépendance directe aux variations saisonnières du fleuve. Elle transforme également les perspectives agricoles, commerciales et industrielles en offrant une visibilité accrue sur les disponibilités énergétiques. Le troisième indicateur est le réservoir de 200 km, conçu comme un socle hydrologique autant qu'un espace de production future. Autrement dit, la surface aménagée stabilise l'irrigation continue malgré les irrégularités climatiques annuelles. Cette mise en réseau modélisée dès les premières phases permet d'anticiper une régularité du débit favorable aux grands bassins agricoles en aval. Les projections internes évoquent déjà une amélioration attendue des rendements pour le mil, le sorgho et le coton, liés directement à la stabilisation du cycle hydrique. Autour de ces trois mesures fondatrices se déploie une série d'effets secondaires quantifiables. La création de plus de 15 000 emplois a modifié la trajectoire économique des villes proches du chantier. Les centres de formation accélérés produisent désormais des techniciens capables de manipuler des outils de simulation, de superviser la maintenance électrique ou de suivre les paramètres hydrologiques. Cette montée en compétences contribue à réduire la dépendance envers les équipes étrangères. Elle installe progressivement un capital humain endogène, cohérent avec les besoins d'un barrage d'envergure régionale. La logique de causalité se clarifie alors. L'énergie disponible stabilise les infrastructures médicales. Cette stabilisation améliore la conservation des vaccins. L'amélioration des services de santé soutient la productivité locale. En parallèle, la régularité du débit renforce l'irrigation. Cette irrigation augmente les rendements. Les rendements stabilisent les revenus. La stabilité économique réduit la pression migratoire. Enfin, la formation technique structure un socle professionnel durable. Ce socle limite les vulnérabilités
administrative, la réduction de ces vulnérabilités consolide la gouvernance énergétique. Les chiffres ne prédisent pas le résultat final, mais ils montrent pourquoi le projet occupe une place centrale dans l'attention régionale. Ils éclairent une trajectoire en construction, dont chaque valeur ouvre une chaîne d'effets mesurables. Depuis les premiers mois du projet, deux positions fortes se sont imposées dans le débat national comme régional. Elles ne reposent ni sur des impressions, ni sur des craintes isolées, mais sur des arguments cohérents, ancrés dans l'histoire récente des grands ouvrages hydrauliques du Sahel. Pour saisir la solidité du pari énergétique du Burkina Faso, il faut d'abord traiter ces deux thèses à leur meilleur niveau, avant d'y opposer une réponse basée sur les données concrètes déjà observables. Le premier argument affirme que le projet serait trop ambitieux pour les capacités administratives du pays. Cette idée s'appuie sur les retards fréquents recensés dans des chantiers similaires, sur les dépassements de coûts observés ailleurs et sur les tensions liées au déplacement de population. La coordination entre équipes étrangères et institutions locales est souvent citée comme un point de fragilité, car elle exige une synchronisation rigoureuse que peu de projets régionaux ont réussi à maintenir. Dans cette perspective, la conception d'un barrage centralisé, couplé à un réservoir de 200 km, semble exposer le Burkina Faso à un risque administratif substantiel. Le deuxième argument met en avant la dimension écologique. Selon cette position, la submersion des 200 km constitue un tournant susceptible de déstabiliser les écosystèmes et de perturber la biodiversité. Des précédents documentés dans certaines régions du Sahel nourrissent cette prudence. Des projets d'irrigation mal calibrés ont parfois entraîné une dégradation progressive des sols ou une régularité hydrique insuffisante pour compenser les pertes environnementales. Cette thèse considère le barrage comme une intervention lourde, pouvant produire des effets difficiles à corriger. Face à ces deux positions, la réponse fondée sur les données disponibles suit une logique séquentielle claire. Les études géologiques ont été réalisées avant la pose des fondations, garantissant la stabilité de la structure. Les évaluations foncières se sont accompagnées de compensations planifiées. La conception résistante aux crues vise à prévenir les fluctuations violentes. L'intégration solaire prévue pour atteindre les 550 MW renforce la résilience énergétique. Enfin, la création de plus de 15 000 emplois et la formation accélérée des techniciens locaux témoignent d'une anticipation visant à réduire précisément les risques soulevés par les deux thèses. Ainsi, les critiques sont légitimes, mais les données observables indiquent que le projet avance avec des garde-fous rarement réunis dans la région. Comme l'ont indiqué les premiers relevés techniques, les panneaux sont déjà opérationnels. Cette phrase, discrète dans les communiqués, révèle pourtant un tournant décisif du chantier. Les modules solaires installés sur le réservoir ont commencé à produire de l'énergie avant même la mise en eau complète. Cette montée en puissance anticipée surprend les observateurs, car elle démontre que la stratégie hybride n'est pas un objectif lointain, mais une réalité en cours d'activation. La modification de la perception publique est immédiate. Les communautés proches de la Volta Noire voient les premiers flux électriques circuler dans certaines zones test. Les ingénieurs locaux confirment que cette stabilisation précoce contribue à alléger la pression sur des segments fragiles du réseau. Les équipes russes valident les relevés et ajustent les protocoles. Le chantier, jusque-là perçu comme une progression linéaire, se transforme en séquence par paliers successifs. Pour Ibrahim Traoré, cette avance technique devient un argument politique puissant. Elle prouve qu'une partie du modèle de 500 € peut exister avant la livraison finale. Elle réduit le risque lié aux variations de débit et renforce la crédibilité de la trajectoire énergétique. Ce midpoint ne change pas seulement le calendrier, il change la manière dont la nation imagine le résultat. Les premiers effets du projet apparaissent bien avant la mise en service totale du barrage, révélant comment une infrastructure encore incomplète peut déjà modifier les équilibres d'un pays.
Ces transformations prennent forme dans 4 zones d'impact distinctes, chacune portée par ses propres dynamiques. Ce sont des changements encore partiels, mais suffisamment concrets pour redessiner les attentes nationales. Pour Ibrahim Traoré, cette phase intermédiaire représente l'un des moments les plus sensibles, car elle expose ce que le projet peut réellement produire. Les institutions publiques observent une stabilisation progressive du réseau grâce aux premiers apports hybrides. Les hôpitaux anticipent une réduction des coupures critiques, ce qui permet de planifier une meilleure conservation des vaccins et une fiabilité accrue des équipements médicaux. Les écoles techniques reçoivent de nouveaux modules dédiés aux turbines, aux panneaux solaires et au suivi hydrologique. Cette évolution interne accélère des réformes administratives longtemps freinées par l'instabilité énergétique. Pour les ménages, la perspective d'une électricité régulière déclenche des changements immédiats dans les habitudes. Les villages proches du futur réservoir voient apparaître des réseaux préparatoires alimentant certaines pompes à eau et centres de santé. Les familles se commencent à ainsi investir dans des lampes et de petits appareils, convaincus que la transition énergétique est désormais crédible. Cette évolution modifie la manière dont les foyers planifient leurs activités quotidiennes et leur organisation saisonnière. Les exploitations agricoles en aval ajustent leur stratégie en prévision de la stabilisation du débit. Les projections annoncent une hausse potentielle des rendements de 30 à 40%, ce qui incite les producteurs de mil, de sorgho et de coton à moduler leur cycle de culture. Les entreprises locales évaluent les opportunités offertes par un réseau plus fiable. En parallèle, la création de plus de 15 000 emplois transforme l'économie des villes proches du chantier, générant des revenus nouveaux et des trajectoires professionnelles durables. Le Ghana et la Côte d'Ivoire surveillent attentivement les variations du débit de la Volta Noire. Les premières observations indiquent que la maîtrise hydrologique pourrait stabiliser leurs propres infrastructures en aval. Les partenaires internationaux considèrent le projet comme un marqueur stratégique. La Russie y voit la démonstration de sa capacité technique, tandis que d'autres puissances y perçoivent un modèle de transition énergétique dans le Sahel. Cette attention régionale renforce la position du Burkina Faso dans les discussions géopolitiques. À ce stade, les effets visibles décrivent une réalité encore incomplète, mais déjà structurante. Les institutions changent leurs méthodes. Les foyers adaptent leurs attentes. Les agriculteurs reconfigurent leurs stratégies et les États voisins réévaluent leur posture. Le barrage cesse alors d'être un simple chantier. Il devient une force organisatrice des comportements et des choix collectifs. Les dynamiques observées à mi-parcours permettent d'esquisser 3 trajectoires possibles pour les 12 prochains mois. Elles ne sont ni prédictions, ni certitudes, mais des chemins plausibles fondés sur le rythme du chantier, la montée des capacités hybrides et les ajustements hydrologiques déjà initiés. Chaque scénario repose sur une logique conditionnelle simple. Si certaines variables se stabilisent, alors le projet adoptera une forme spécifique. Ce scénario s'appuie sur l'inertie actuelle du chantier. Si les infrastructures principales continuent d'être consolidées au même rythme, alors les modules solaires monteront progressivement en puissance et l'irrigation expérimentale autour du réservoir de 200 km gagnera en régularité. Les écoles techniques livreront de nouvelles cohortes de techniciens, déjà formés aux turbines et à la surveillance hydrologique. Les villages proches de la Volta Noire percevront une amélioration partielle de l'accès à l'électricité, même si la distribution demeurera territoriale. Cette trajectoire renforce la crédibilité du pays auprès des partenaires régionaux sans provoquer de rupture majeure. Dans cette approche, la montée en puissance des modules solaires survient plus vite que prévu. Si les protocoles établis par les équipes locales et les ingénieurs russes restent parfaitement synchronisés, alors la capacité hybride s'approchera plutôt du seuil de 500-150 MW. Les variations hydrologiques seront mieux absorbées et les zones urbaines connaîtront une réduction notable des coupures. L'agriculture en aval profitera d'un début de stabilisation du débit.
amorçant la hausse des rendements annoncée de 30 à 40%. Cette trajectoire renforcerait la position du Burkina Faso dans les discussions hydrologiques avec le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ce scénario apparaît si plusieurs contraintes se cumulent. Si les populations réinstallées demandent des compensations supplémentaires, alors les délais s'étireront. Si les écologistes intensifient leurs alertes sur l'impact des 200 km exclus submergés, alors les autorités devront réviser certaines phases. Si la synchronisation entre équipes locales et étrangères se fragilise, alors la livraison des turbines et l'intégration solaire pourraient être ralenties. Cette trajectoire engendrerait un décalage entre attentes sociales et résultats visibles, réduisant l'élan acquis depuis le lancement. Ces trois scénarios ne tranchent pas l'avenir, mais éclairent que les conditions nécessaires pour transformer l'ambition en stabilité durable. À mesure que les effets intermédiaires du projet se manifestent, les transformations ne concernent plus seulement les infrastructures ou les politiques publiques. Elles atteignent directement les individus. Trois groupes, A, B et C, voient leur quotidien évoluer de manière progressive, chacun selon son rythme, ses attentes et sa position dans le tissu social. Ces modifications, encore partielles, offrent un aperçu concret de ce que pourrait devenir une société structurée par une énergie plus stable. Dans ces zones, l'anticipation d'un accès électrique régulier modifie les usages domestiques. Les réunions communautaires s'allongent légèrement. Les enfants étudient plus tard, grâce aux premiers réseaux préparatoires installés près du futur réservoir. Les familles commencent à envisager des équipements simples, lampes, radios, chargeurs, convaincus que la promesse énergétique n'est plus théorique. Cette bascule émotionnelle transforme la façon dont ces foyers projettent leur avenir immédiat. Les centres techniques réaménagés changent que la trajectoire de nombreux jeunes qui se dirigeaient vers des emplois instables. Ils apprennent à manipuler des outils de maintenance, à suivre des paramètres hydrologiques et à gérer des modules solaires. Ces compétences ancrent une nouvelle mobilité sociale. Ils participent progressivement à certaines tâches du chantier, renforçant leur sentiment de responsabilité et d'utilité. La perspective d'une irrigation stabilisée modifie les stratégies agricoles. Les producteurs ajustent leur cycle de culture, tandis que les commerçants des bourses riverains anticipent une hausse future du trafic. Les marchés deviennent plus dynamiques, renforçant la vitalité économique des villages proches de la Volta Noire. Ces évolutions décrivent une transformation encore fragile, mais déjà perceptible. Une société qui commence à s'organiser autrement, poussée par la promesse d'une énergie plus fiable. À ce stade du chantier, la question centrale devient la traduction concrète des ambitions annoncées. Pour que le projet prenne une forme durable, une feuille de route structurée s'impose. Elle repose sur 5 étapes successives, chacune associée à des responsabilités claires, des actions définies, un calendrier précis et des indicateurs vérifiables. Cette architecture, régulièrement évoquée dans les communications officielles, est aussi la base qui permet à Ibrahim Traoré d'ancrer le projet dans une gouvernance mesurable. Le ministère de l'Énergie et les ingénieurs russes finalisent les protocoles de maintenance hydraulique. Ils calibrent les modules solaires déjà installés. Le calendrier vise une cohérence avant la montée complète du réservoir. Les indicateurs portent sur la disponibilité des turbines pilotes et la fiabilité des relevés hydrologiques. Le ministère de l'Action sociale et les autorités locales assurent les compensations prévues. Les zones d'accueil sont stabilisées. Les services essentiels doivent être garantis. Les indicateurs évaluent la satisfaction communautaire et l'accès effectif à l'eau, à la santé et à l'éducation. Les écoles techniques et les partenaires internationaux certifient les compétences en maintenance hydroélectrique et solaire. Le calendrier précède la mise en service intégrale. Les indicateurs comparent le nombre de techniciens certifiés aux besoins opérationnels. Le ministère de l'Agriculture déploie les premières grilles d'irrigation synchronisées avec le réservoir. Les indicateurs mesurent l'évolution des rendements et la régularité des cycles hydriques.
Les gouvernements du Burkina Faso, du Ghana et de la Côte d'Ivoire harmonisent les protocoles hydrologiques transfrontaliers. Les indicateurs suivent la stabilité du débit et l'absence de tensions diplomatiques. Cette feuille de route transforme l'ambition en méthode. Lorsque l'on revient vers les visages rencontrés dans les premières semaines du projet, les étudiants de Ouagadougou découvrant pour la première fois les simulateurs industriels, ou les agriculteurs ajustant leur cycle de culture près de la Volta Noire, on mesure l'ampleur silencieuse des transformations déjà engagées. Ces trajectoires individuelles, fragiles et concrètes, éclairent ce que représente réellement l'ambition collective qui entoure le barrage. Elles montrent comment une infrastructure peut devenir une transition vécue plutôt qu'une simple construction. Au fil des mois, ces mêmes jeunes techniciens voient leurs compétences gagner en valeur. Les agriculteurs, eux, anticipent une irrigation stabilisée capable de réduire la dépendance aux pluies incertaines. Ce sont ces gestes précis, répétés, qui témoignent d'un changement durable. Dans ce tableau, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure lointaine, mais comme le fil reliant annonce, mobilisation et horizon national. Le chantier prend alors une autre dimension. Non pas un ouvrage monumental, mais une scène où se rencontrent apprentissage, adaptation et responsabilité partagée. La continuité de ces trajectoires constitue la véritable mesure du projet.